Bonjour, welcome, bienvenue aujourd'hui pour une discussion sur le livre de Virna Lorenz, Mirage bleu. Next slide. Alors, nous avons plusieurs événements dans les semaines qui arrivent. Apéro National French Conversation Group, June 8th and 9th. Best-selling author Gilles Le Gardinier. Fabulous author. I will be hosting this with AFUSA. This is his first book in English, and he's very well known in Paris and all over France. The next event is Paris as a Refuge for African Americans, past and present, and Proust. I think the title is Proust. I can't see the whole slide, Melissa, but I've heard Caroline before, and if you are a Proust fan, this is not to be missed. So go to the AFUSA website, afusa.org, and sign up for these upcoming events. So as many of you know now, we've done many of these presentations. Please be so kind as to stay on mute during the presentation. Any questions, use the chat feature, and we will have questions and answer after the discussion and presentation du livre. Select speaker view. During screen shares, you can resize the images, and in the event of rare and unusual technical issues, sign back in. This event is being recorded, and you'll be able to see it on YouTube if you don't get to stay for the whole thing. And the total runtime is 1 hour. So we're thrilled to have with us today Virna Lorenz, who is born in Monaco, specialized in legal translation and interpretation, and is author of 2 very interesting books, only one of which I've read so far. Lune Pourpre is her first book, and Mirage bleu is the book that she will be discussing today. So welcome, Virna. Merci beaucoup. Donc, je parle en français. Merci beaucoup. Bonsoir à tous les participants. Bonsoir à la Fédération des Alliances françaises USA. Bonsoir aussi à Las Vegas, 2 personnes que je connais, Claudine de l'Alliance française de Las Vegas et Isabelle, que je vois. Bonsoir Isabelle, fondatrice et rédactrice en chef du célèbre French Quarter Magazine. Voilà. Donc, nous sommes ici réunis ce soir pour la présentation de mon tout nouveau roman, Mirage Blues. Mais avant cela, j'aimerais remercier mes principaux partenaires presse des 2 côtés de l'Atlantique, à savoir, donc Mélissa, s'il vous plaît, diapositive suivante. La prochaine, voilà. Je viens de citer le French Quarter Magazine de Las Vegas, qui est un magazine culturel, bilingue, franco-américain, auquel j'ai déjà accordé 2 interviews. Merci beaucoup, Isabelle. Et puis, de mon côté à moi, sur la Riviera française, sur la Côte d'Azur, nous avons le Riviera Beach Magazine, grâce à Monsieur Yann Bernard, à qui j'accorderai prochainement une interview également. Donc voilà pour mes principaux partenaires presse. Et maintenant, donc, Mélissa, s'il vous plaît, la prochaine diapositive. Voilà, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans l'intrigue et la présentation des personnages de Mirage Blues, j'aimerais vous parler de ma carrière d'avant. En tant que linguiste, traductrice-interprète. Je parle 5 langues. Le français est bien entendu ma langue maternelle, et puis je parle anglais, espagnol, portugais, brésilien et italien. Et je vais tout de suite vous parler de l'année 2002, qui est pour moi une année charnière, une année clé, aussi bien pour ma carrière de linguiste que pour mes romans, pas encore écrits, mais ma future carrière de romancière.
Alors, en 2002, en 2 mots, j'ai lancé ma start-up de services linguistiques. Et en décembre 2002, je suis partie pour la toute première fois en Normandie en vacances. Et ce sont des vacances qui ont toute leur importance parce que c'est là que j'ai puisé mon inspiration pour mon premier roman, Lune pourpre. Alors, je vous emmène pour une petite visite en Normandie. Mélissa, s'il vous plaît. Voilà. Alors, je charge Mélissa de vous montrer les villes qui nous intéressent. Alors, pour Mirage Blues, je fais une parenthèse. Pour Mirage Blues, l'intrigue de Mirage Blues, comme vous le savez, se noue en Normandie et se dénoue aux États-Unis entre la Nouvelle-Orléans et Las Vegas. Pour la Normandie, dans Mirage Blues, les principales villes sont Évreux. Mélissa, je ne sais pas si vous pouvez montrer à l'écran Évreux dans le département de l'Eure, et Deauville, la célèbre station balnéaire de Deauville dans le département du Calvados, qui est aussi le département des plages du débarquement de Normandie, d'Idaille. Voilà. Mais je reviens à l'année 2002. J'ai visité, entre autres, la capitale économique de la Normandie, qui est la ville de Rouen. Mélissa, je ne sais pas si vous pouvez... Moi, je ne vois pas à l'écran. J'ai le bandeau, en fait, des participants qui me cache un petit peu la carte. J'ai visité la ville de Rouen. Comment résumer la ville de Rouen en quelques mots? Alors, Mélissa, s'il vous plaît. Next. La ville de Rouen, ce sont tout d'abord des maisons à colombages, half-timbered houses, que l'on peut voir sur la photo de gauche comme sur la photo de droite. Ce sont aussi de vieilles rues pavées, cobbled streets. Nous avons également sur la photo de droite le gros horloge tout de doré et de bleu vêtu, qui est un petit peu le Big Ben de la ville de Rouen. Ça, je parle du cœur historique. Hein. On continue, Mélissa. Nous arrivons sur la place du Vieux Marché de Rouen, place hautement symbolique. Pourquoi? Parce que le 30 mai 1431, Jeanne d'Arc a été brûlée sur cette place. Donc, place hautement symbolique dans le cœur de Rouen, avec toujours les fameuses maisons à colombages que j'adore et les rues pavées. Rouen, c'est aussi, next slide, please. C'est aussi Notre-Dame de Rouen, chef-d'œuvre du gothique flamboyant, cathédrale dans laquelle j'ai passé au moins 2h30 la toute première fois que je l'ai visitée au cours justement de ces vacances en décembre 2002. Il faut dire que pendant ces vacances, j'ai découvert Rouen sous la neige, ce qui n'est pas le cas ici sur les photos. Voilà, alors Rouen, Notre-Dame de Rouen. Sur la diapositive suivante, nous allons voir aussi les vitraux qui sont omniprésents dans cette cathédrale. Mélissa, s'il vous plaît, pour les vitraux. Voilà. J'ai passé 2h30 parce qu'il y a des trésors partout dans cette cathédrale. Pourquoi je vous parle de la ville de Rouen? Parce qu'au lendemain de cette visite, je ne l'avais pas cherché, je ne l'avais pas voulu. Au lendemain de cette visite, je me suis réveillée. Pourquoi, comment, je ne sais pas,
avec l'idée de mon premier roman, Lune pourpre. Alors que j'étais dans une dynamique de création d'entreprise, de lancement de ma start-up, de stratégie commerciale, de développement de ma clientèle, je n'avais aucune velléité littéraire, aucune envie d'écrire en plus, mais je me suis réveillée avec l'idée de Lune pourpre, les personnages, le début, la fin du roman, l'intrigue. Et très vite, malheureusement, j'ai pris conscience que cette idée de roman me posait un énorme problème et était une source de frustration énorme parce qu'avec le lancement de mon activité de traductrice-interprète, ma société, l'écriture était impossible parce que writing is a full-time job, hein, c'est un travail à temps complet, véritablement. Et donc, pendant des années, j'ai été frustrée. Je me suis dit, bon, peut-être un jour, when I retire, hein, lorsque je prendrai ma retraite, peut-être je pourrai enfin écrire ce roman. Et j'ai eu la chance, fin 2016, début 2017, de pouvoir me consacrer uniquement à l'écriture. Parce qu'on pense écriture, bon déjà mes romans sont assez épais. Il y a toute la phase d'écriture, mais ensuite il y a la relecture, l'amélioration, les corrections. Et puis, si l'on cherche un éditeur, ce qui était le cas pour Lune pourpre, il faut chercher un éditeur. Et ensuite, il y a toute la phase promotionnelle. Enfin, c'est sans fin. Et c'est véritablement un travail à temps complet. Donc, Lune pourpre, j'ai commencé donc à l'écrire fin 2016, début 2017. Mais, entre-temps, en novembre 2015, j'étais repartie en vacances, mais cette fois, pas du tout en Normandie, aux États-Unis, à Las Vegas, dont on parlait juste avant de commencer cette présentation, à Las Vegas et en Arizona. Et à Las Vegas, alors là, on va passer les diapositives. Mélissa, on a encore une diapositive de Notre-Dame de Rouen, vue externe et vue interne. Et puis, en principe, on devrait avoir bientôt Las Vegas. Voilà. Las Vegas, novembre 2015. J'avais un rendez-vous informel au Bellagio, qui est sur la diapositive suivante. Merci beaucoup, Mélissa. Et au Bellagio, j'ai eu la chance inouïe de rencontrer Madison. Madison a changé ma vie et sans Madison, Mirage Blues n'existerait pas. Voilà, c'est moi qui l'ai écrit, mais sans cette rencontre avec Madison, je n'aurais jamais eu l'idée d'écrire ce roman parce que c'est un roman inspiré d'une histoire vraie, based on a true story. Et donc Madison travaillait au Bellagio en 2015. C'est une sublime jeune noire américaine avec laquelle j'ai très vite sympathisé. Et elle m'a révélé être d'origine normande. Donc, au début, j'ai été quelque peu étonnée. Puis elle m'a dit, non, 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 mais c'est mon grand-père Bradley, qui était noir américain, afro-américain, qui a débarqué le 6 juin 1944 sur Omaha Beach et qui, après le débarquement, a connu ma grand-mère Élise qui habitait Évreux. Vous vous souvenez, je suppose, lorsque Mélissa vous a indiqué la ville d'Évreux sur la carte précédemment dans le département de l'Eure.
Et donc, nous avons tellement sympathisé avec Madison que nous avons convenu de nous retrouver au restaurant pour dîner. Et à ce dîner, je suis arrivée avec un carnet et de quoi écrire. Et elle est arrivée avec une enveloppe remplie de photos qui retracent l'histoire de la saga, parce que c'est véritablement une saga familiale qui a démarré avec la rencontre, je pourrais dire légendaire et cinématographique véritablement, de ses grands-parents, Élise et Bradley. Voilà. Donc, on va passer à la diapositive suivante. Merci, Mélissa. Avant d'entrer dans le vif du sujet, le synopsis de Mirage Blues, les personnages, l'intrigue, j'aimerais juste répondre à la question pourquoi présenter aujourd'hui Mirage Blues à la Fédération des Alliances françaises USA. Nous avons tout d'abord, comme je les appelle, le couple star, Élise et Bradley, qui incarnent à lui tout seul nos deux pays, la France et les États-Unis. Ensuite, nous avons l'intrigue et les lieux de l'intrigue. J'ai cité Évreux, Deauville en Normandie, mais je peux citer donc la Nouvelle-Orléans. Essentiellement, plusieurs chapitres de Mirage Blues sont consacrés à la Nouvelle-Orléans et 2 chapitres, et pas des moindres, puisque c'est le premier et le dernier chapitre de Mirage Blues, sont consacrés à Las Vegas. Donc, les lieux de l'intrigue, clairement, unissent nos deux pays également. Et enfin, le contexte historique. Parce que l'intrigue de Mirage Blues démarre juste après le D-Day et juste après la bataille de Normandie. Or, rares sont les événements historiques de cette ampleur où nos deux pays ont été aussi unis à la vie, à la mort, véritablement. Le D-Day et la bataille de Normandie, je pense, ont uni la France et les États-Unis à tout jamais dans l'histoire, l'histoire avec un grand H. Donc voilà pourquoi j'estime qu'il est important de présenter Mirage Blues aussi bien en Normandie, en France, chez moi, dans le sud de la France, qu'aux États-Unis. Voilà. Alors, j'en viens à présent au clou de cette présentation, c'est-à-dire le synopsis de Mirage Blues. C'est un exercice périlleux parce qu'à un moment donné, il va falloir que je m'arrête. Je ne peux pas vous révéler toute l'histoire, tous les rebondissements. Les rebondissements, ce sont the new developments. Je ne peux pas vous révéler tous les bouleversements majeurs, the major upheavals, parce que sinon, je vais vous gâcher le plaisir de lire le roman. Néanmoins, en 1944, Élise a 21 ans. Elle vit avec ses parents et sa sœur à Évreux. Elle appartient à la bonne société, the polite society, et elle est fiancée au comte Maxence, l'un des plus beaux partis aristocratiques de Normandie. C'est un mariage arrangé, même si le comte Maxence est très amoureux, très épris d'Élise. Élise considère Maxence comme un ami d'enfance, un grand frère, mais certainement pas comme un grand amour. Cependant, les parents d'Élise la poussent depuis des années à épouser le comte Maxence. Donc, au moment où l'intrigue de Mirage Blues
démarre, elle est, on va dire, bel et bien fiancée et quasiment mariée. Elle est à quelques mois de son mariage. Et donc, on va passer, je pense, à la diapositive suivante. Voilà. Ça, c'est une photo d'époque très connue que l'on peut retrouver dans certains livres d'histoire. La ville d'Évreux a été libérée par le général Hobbes et la France libre, hein, le mouvement de la France libre, le 23 août 1944. Et donc, sur cette image, sur cette photo, nous avons les trois drapeaux réunis, à savoir le drapeau britannique, au centre le drapeau français, et à droite, la jeune fille brandit le drapeau américain. À la suite donc, de la libération d'Évreux et à la fin de la bataille de Normandie, qui dura presque 3 mois, le maire de la ville d'Évreux, Georges Bernard, organise un bal en l'honneur des soldats libérateurs de la ville, des soldats et officiers libérateurs de la ville. Il organise ce bal à l'hôtel de ville d'Évreux. Et là, j'ai une photo de ce bâtiment qui est absolument superbe. Mélissa, c'est la diapositive suivante, si je ne me trompe pas. Voilà, donc le bal a eu lieu à l'hôtel de ville d'Évreux. Et sont conviés à ce bal, sont invités à ce bal Élise et Maxence. Dès leur arrivée au bal, ils se séparent, puisque Maxence reste en retrait avec un noyau de mondains, un noyau de socialites, et Élise n'est pas du tout dans cet état d'esprit. Elle entend les airs de jazz qui se jouent sur la scène, elle a envie de s'amuser, elle a envie d'écouter de la musique et elle a envie de danser. Donc, elle s'approche de la scène. Sur scène, 5 musiciens, tous américains. Nous avons un joueur de banjo, nous avons un clarinettiste, nous avons un trompettiste, un pianiste et un saxophoniste. Et le saxophoniste n'est autre que Bradley, qui remarque aussitôt Élise dans la splendeur de ses 21 ans. Et donc, il s'adresse à elle, il lui demande son prénom, elle lui répond, et à ce moment-là, il laisse son saxophone sur la scène, il se dirige vers le pianiste, il lui murmure quelques mots à l'oreille, le pianiste cède sa place à Bradley, Bradley prend les commandes du piano et il se met à jouer, c'est une rupture avec les morceaux de jazz qui étaient joués pendant toute la soirée, il se met à jouer Lettre à Élise, le célèbre morceau de Beethoven, For Élise, qu'il dédie à la jeune femme. Et là, tout bascule. Donc, je vous laisse imaginer ce que ce tout bascule veut dire. Néanmoins, nous ne sommes pas dans un conte de fées. Mirage Blues est inspiré d'une histoire vraie. Et à l'époque, une jeune femme mariée, enfin fiancée, presque mariée, au plus beau parti de Normandie, ne peut pas tout laisser tomber et s'amouracher d'un simple soldat noir américain, parce que j'insiste sur le noir américain, parce que c'est bien là le problème des mentalités à l'époque.
un soldat noir américain qui vient de la Nouvelle-Orléans, qui est musicien de profession, il est pianiste et saxophoniste, tout à fait gentleman, mais qui n'a pas forcément les manières de la bonne société. Il fume des cigarettes, il mâche du chewing-gum. C'est un Américain, un GI qui débarque en Normandie. Donc, on est clairement dans le schéma d'amours impossibles. Voilà. Cependant, le couple star, comme je les appelle, Elise et Bradley, commencent à se fréquenter dans le plus grand secret. Très vite, Bradley révèle ses sentiments à Elise. Il lui demande de l'épouser une fois l'armistice signé. Bien évidemment, elle accepte parce qu'elle est au moins aussi amoureuse que lui. Et leur projet est le suivant. J'ai bien dit projet parce que projet ne veut pas dire concrétisation. Le projet est le suivant. Il lui parle à cœur ouvert et il lui dit, voilà, pardon, à l'armistice, je t'épouse. Ensuite, on part à la Nouvelle-Orléans. Mais à la Nouvelle-Orléans, on ne pourra pas vivre sous le même toit en tant que mari et femme. Parce que le mariage interracial n'est pas reconnu à l'époque en Louisiane et dans bien d'autres États d'Amérique. Donc, moi, je vais reprendre mon travail, je vivrai chez ma mère, je vais faire des économies, mettre de l'argent de côté pour que l'on puisse avoir, comme on dit en français, un bas de laine. Toi, pendant ce temps, tu resteras chez des Français blancs, puisque les Blancs ne vivaient pas avec les Noirs. Tu resteras chez des Français blancs qui sont des amis de ma mère. Et lorsque nous aurons suffisamment d'argent, nous partirons nous installer dans un État plus tolérant, plus permissif, où le mariage entre Noirs et Blancs est reconnu et accepté, toléré. Voilà. Donc, et là, je suis obligée de m'arrêter. Là, je vous ai décrit je vous ai résumé les tout premiers chapitres de Mirage Blues. Je ne peux pas aller au-delà parce que c'est une saga et que je ne veux pas gâcher le plaisir de découvrir cette saga. En revanche, il y a 4 points sur lesquels j'aimerais insister. Premier point, Mirage Blues n'est clairement pas un roman sur le D-Day. Il y en a eu des milliers. Ce n'est pas un roman sur le D-Day, ce n'est pas un roman sur la bataille de Normandie, parce que lorsque l'intrigue démarre, le D-Day, le débarquement de Normandie, a déjà eu lieu et la bataille de Normandie est déjà finie. Voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point, Mirage Blues n'est pas un roman sur la ségrégation raciale aux États-Unis. Même si dans le tête-à-tête que je viens d'évoquer entre Elise et Bradley, qui est honnête, on ne peut plus honnête, a été obligé de décrire ce qui les attendait en Louisiane, à savoir à la Nouvelle-Orléans. Clairement, nous ne pourrons pas vivre dans la même maison, nous ne pourrons pas vivre sous le même toit. Il faudra attendre avant de pouvoir quitter la Louisiane et pouvoir enfin vivre en tant que mari et femme sous le même toit, dans un autre État. Mais ce n'est pas un roman, malgré tout, sur la ségrégation raciale. Troisième point,
ce n'est pas un roman non plus sur le racisme envers les Noirs. Même si, dans certaines conversations au relent clairement racistes en Normandie, et notamment lors de ce bal donné en l'honneur des soldats et officiers libérateurs de la ville d'Évreux, certaines conversations mettent clairement en lumière un certain racisme envers les Noirs à l'époque dans les mentalités françaises, normandes, où il est vrai, les Normands avaient très peu l'habitude de voir des Noirs. Voilà, clairement, c'est la réalité de l'époque. Et enfin, quatrième point, le couple star in the limelight, le couple star sous les feux des projecteurs pendant quelques minutes, parce que je voudrais dire que d'un point de vue littéraire, Élise est une allégorie de la condition féminine émancipée à cette époque, et je vais y revenir plus en détail. C'est aussi un personnage qui est l'allégorie de la France qui se libère de l'oppresseur nazi et de l'occupation allemande. Il faut rappeler aussi que si Évreux est libéré le 23 août 1944, Paris est libéré le 25 août. Général Leclerc rentre à Paris le 25 août. Donc, on est clairement dans une France qui se libère petit à petit de l'oppresseur allemand. Et quelques mois plus tôt, voilà pourquoi je parle de la condition féminine en France de l'époque, quelques mois plus tôt, le général de Gaulle, le 21 avril 1944, le général de Gaulle prend une décision historique au regard des femmes. Il leur donne pour la première fois le droit de voter. Et donc, c'est un long processus d'émancipation de la condition féminine qui est amorcé grâce au général de Gaulle. Je dis un long processus d'émancipation parce que, par exemple, il faudra attendre 1965 en France pour que les femmes puissent ouvrir à la banque un compte bancaire à leur nom et puissent travailler sans demander l'autorisation de leur mari. Donc, voilà pourquoi je parle de long processus d'émancipation de la condition féminine. Et Élise est une avant-gardiste. Elle est en rupture profonde avec l'autorité patriarcale, l'autorité de son père, qui la pousse dans les bras de Maxence. Elle est en rupture avec la volonté familiale qui veut à tout prix la voir mariée à Maxence. Elle prend son destin en main et elle s'émancipe de cette famille qui avait tout choisi pour elle, en fait. Donc, c'est une jeune femme, émancipée et libérée, qui choisit sa vie et qui claque la porte du manoir familial. Voilà, pour vivre sa vie. Quant à Bradley, c'est la figure, il incarne à lui tout seul le héros américain. Il est absolument incroyable, il a toutes les qualités. Il incarne cette Amérique grandiose
qui a volé au secours d'une Europe à feu et à sang. Donc, c'est une figure emblématique et il représente, je pense, à lui tout seul, la grandeur de l'Amérique dans mon roman. En tout cas, j'ai fait en sorte qu'il représente toute la grandeur de cette Amérique qui a subi des pertes énormes, que, comme vous le savez, sur Omaha Beach, entre autres, et aussi pendant la bataille de Normandie. Voilà, donc là, au niveau des diapositives, nous en sommes. Je suis un peu perdue. Je pense que j'ai une photo des American GIs. Voilà. Et ensuite, de la Nouvelle-Orléans. Parce que Mirage Blues, grâce à Mirage Blues, le lecteur voyage énormément. Et de nombreux chapitres, comme je le disais, sont consacrés à la Nouvelle-Orléans. Voilà, on passe très rapidement à la liste des principaux personnages. Mélissa, merci beaucoup. Là, on a encore, oui, Bourbon Street. Voilà. Donc, Élise et Bradley, je pense les avoir assez bien décrits pour que vous en ayez une idée assez précise. Ce que je n'ai pas dit, c'est que Bradley a un frère jumeau qui se prénomme Ryan et qui est resté à la Nouvelle-Orléans avec leur mère, à savoir Serena, avec la mère de Bradley et de Ryan. Seul Bradley est parti à la guerre. Ryan a une petite amie qui se prénomme Vanda. Ryan et Vanda jouent un rôle important, notamment dans la deuxième partie de l'intrigue. Et enfin, je disais qu'Élise a claqué la porte du manoir familial et a connu une rupture très profonde avec toute sa famille, sauf sa tante Julie, qui est aussi sa marraine, et qui va lui permettre d'aller en quelque sorte au bout de son destin. Voilà, qui va se ranger du côté d'Élise. Et c'est la seule de la famille à comprendre les choix que fait Élise. Voilà. Ensuite, donc, je voulais vous dire deux mots également sur la couverture et le titre. Alors, la couverture a été réalisée par une très grande artiste que j'apprécie beaucoup, qui est une ancienne élève des Beaux-Arts, Fine Arts, et qui est peintre, sculptrice, dessinatrice, illustratrice, créatrice de sites Internet, dont le mien. Elle a créé mon site officiel, virnalorenz.com. Et cette grande artiste s'appelle Karine Garelli. Et je lui ai demandé une couverture épurée qui envoie un message fort. Et là, comme vous pouvez le voir, vous devinez qu'il s'agit d'Élise qui contemple l'océan qui la sépare de cette grande Amérique d'où vient son grand amour, Bradley. Voilà. Pour le titre, alors le titre, c'est un peu plus compliqué. Je voulais un titre qui soit compréhensible aussi bien en français qu'en anglais. Des mots qui soient compréhensibles et qui existent dans les deux langues. Mirage fait référence à l'illusion. Et
dans le roman, on a la thématique de l'illusion permanente d'un bonheur que le couple star croit avoir trouvé ad vitam aeternam, mais en fait, ce n'est qu'une illusion. Et j'en resterai là. Et blues, alors blues, c'est double sens. Dans l'extrait que je m'apprête à vous lire, Élise est à bord d'un liner, d'un paquebot qui a existé, bien sûr, l'Île-de-France, qui partait de Cherbourg jusqu'à New York. Et donc, à bord de ce paquebot, Élise a le blues, comme on dit en français. Bon, ça vient de l'anglais, mais on dit elle a le blues. Elle est mélancolique. Je pense que peut-être vous allez comprendre pourquoi lorsque j'arriverai au bout de la lecture de cet extrait. Elle a le blues. Donc, et le blues est une constante aussi dans Mirage Blues. C'est-à-dire que c'est un roman empreint de mélancolie pour diverses raisons que je ne peux pas approfondir ici. Et puis le blues, bien entendu, nous sommes en présence de deux frères jumeaux, à savoir Bradley et Ryan. Les deux ont le même métier, ils jouent de deux instruments, piano, saxo, dans les clubs de la Nouvelle-Orléans. Et donc, le blues fait référence à cette musique afro-américaine qui retentissait tous les soirs et qui retentit encore dans les clubs de la Nouvelle-Orléans. D'où le choix de ce titre, Mirage Blues. C'est une association d'idées qui sont constantes dans mon roman. Voilà. Donc, je pense que nous allons passer à présent à la lecture de l'extrait que j'ai choisi. J'espère que la plupart d'entre vous percevra tous les mots. Mélissa, s'il vous plaît, on passe à l'extrait. Vous allez pouvoir, comme ça, le lire en même temps que moi. Donc, c'est un extrait du chapitre 14. Ah, là, j'ai un souci. En revanche, voilà. Alors, je ne peux pas le lire en entier sur l'écran puisque j'ai un bandeau qui me cache une partie de l'écran. Je vous demande un instant. Alors, sinon, je vais enlever ça. Voilà. Donc, le chapitre s'intitule « Quand l'océan éclipse le soleil ». Une fois sur le pont promenade, Élise contempla le scintillement du clair de lune à la surface des flots. Ce sillage d'or et d'argent lui apparut tel un tapis qu'auraient déroulé des créatures marines invisibles, afin que l'Île-de-France ne perde jamais le cap jusqu'à New York. Le ciel arborait un plumetis d'étoiles sans l'ombre d'un nuage, augurant une traversée nocturne olympienne. La fraîcheur de l'air océanique lui donna des frissons. Elle s'enveloppa aussitôt dans son étole de velours vermillon. Soudain, elle perçut des claquements de talons empressés sur le pont inférieur. Elle se pencha à la rambarde et crut reconnaître le couple qu'elle avait remarqué à l'embarquement. Essoufflée, la jeune femme riait aux éclats en courant, tandis que son amoureux de G.I., tout aussi hilar, lui emboîtait le pas et tentait de la rattraper. Il parvint à la saisir par le poignet. Elle virevolta sur ses talons et fut attirée comme un aimant tout contre lui. Il la couvrit de baisers enivrants, lui susurra des tendresses à l'oreille, puis l'entraîna sur un air de Lindy Hop qu'il chantonna,
sans même qu'elle ait eu le temps de dire ouf. Après plusieurs minutes de danse tourbillonnante, la jeune femme repoussa son partenaire par jeu, s'adossa au garde-corps et renversa la tête en arrière. Il se jeta aussitôt sur elle et lui dévora la gorge de baisers brûlants. Un tantinet chatouilleuse, elle ne souffrit que quelques instants cette exquise torture avant de pépier de plaisir. Il l'étreignit ardemment, tout comme l'aurait fait Bradley dans les mêmes circonstances. Cette pensée soudaine augmenta l'humeur déjà quelque peu morose d'Élise. Voilà un bonheur à la fois simple et précieux auquel je n'aurai plus jamais droit, déplora-t-elle dans le secret de son cœur. Voilà, ça c'est l'extrait que je vous ai choisi. Comme je vous l'ai expliqué, elle est à bord de l'Île-de-France. C'est la première fois de sa vie qu'elle quitte la France. C'est la première fois de sa vie qu'elle monte à bord d'un liner. Elle est en compagnie de sa tante et marraine Julie, mais ce soir-là, elle est toute seule sur le pont promenade. Voilà. Enfin, concernant cette présentation, je ne pouvais pas l'achever sans vous dire quelques mots de Lune pourpre, mon premier roman. Juste quelques mots parce qu'ensuite je vais laisser la parole à René. Alors, on change d'époque, on change de paysage, on change de contexte, on change absolument tout puisque nous sommes au début du XVIe siècle dans un tout petit village de Normandie qui s'appelle Crèvecoeur, dans le département du Calvados, actuel département du Calvados. Nous sommes en présence de 3 personnages, Hermine, Clovis et Aurore, donc 2 jeunes filles, un jeune homme qui grandissent ensemble dans un contexte très particulier de chasse aux sorcières, dans une Normandie suspicieuse, dans une Normandie superstitieuse. Et donc, c'est une histoire d'enfants qui évolue en relation triangulaire, en relation amoureuse triangulaire complexe, pour se terminer et se dénouer en drame d'adulte. Voilà. Et je laisse à présent la parole à René, en espérant ne pas trop avoir débordé sur le temps qui m'était imparti. Alors, merci énormément pour la présentation. Et moi alors, je vais voir s'il y a des questions dans le chat, mais après avoir lu le livre, moi, j'ai une question. Sachant que le père d'Élise est toujours vivant, je crois, il a 90 quelque chose, il est toujours là. Est-ce que vous avez l'intention de continuer cette saga déchirante est-ce que vous allez continuer? Alors on va comprendre après avoir lu ce livre ce qui vraiment s'est passé avec Bradley. Parce que c'est vraiment un mystère. Alors, j'ai lu tout le livre, tout le monde, c'est tellement intéressant, c'est vraiment un good story avec vocabulaire que vous n'avez jamais vu dans votre vie. Alors, c'est tellement descriptif, mais il y a vraiment un mystère qui reste à la fin. Alors, il faut un next book. Vous faites bien de parler de ce mystère, effectivement. Donc, le lecteur a l'impression que la boucle est bouclée, comme on dit en français, et que l'histoire est terminée. Simplement, j'ai parlé de nombreux rebondissements
new developments, j'ai parlé de bouleversements majeurs, major upheavals, et donc, effectivement, il y a une suite. Il y a une suite en 2022 que j'ai pratiquement fini d'écrire. Il me manque uniquement le dernier chapitre. Et il y a clairement une suite et fin. Il y a plusieurs fins, mais là, ce sera véritablement la fin en 2022. Alors, il est vrai que pour des sagas, généralement, on est habitué à des trilogies. Et moi, j'ai l'habitude de ne rien faire comme personne. Donc, ce n'est pas une trilogie. Ce sont deux volumes. Il y a Mirage Blues et il y aura la suite et la fin. Donc, en 2 volumes, ce n'est pas une trilogie. Voilà. Parce que c'est très difficile. Oui, il y a des auteurs qui vont couper l'histoire de Mirage Blues en 2. C'est une histoire dense. C'est difficile de couper. Vous l'avez lu, René, donc c'est très difficile de couper Mirage Blues. Donc, j'ai fait tout d'un trait. Et puis, le dernier volume, dans le dernier volume, ce sera Madison, qui sera la star, en quelque sorte, qui sera le personnage principal, c'est-à-dire la 3e génération. Okay. On est dans une saga, donc c'est une saga générationnelle. Et donc, nous avons Élysée Bradley, dont j'ai longuement parlé ce soir. Ensuite, il y a Ryan et Bradley Jr., les enfants, on va dire, et les petits-enfants, Madison. Voilà. Donc, 3e génération, dernier volet de cette saga pour 2022. Alors, merci. Alors, ça continue. Alors, je vais voir dans le chat s'il y a des questions. Alors, moi, il y a une question. Alors, Mirage, c'est aussi le nom d'un hôtel à Las Vegas, non? C'est ça aussi? Alors... Absolument. Absolument. Et puis, Mirage, oui, alors après, on peut développer à l'infini. Et effectivement, Mirage est le nom d'un hôtel à Las Vegas. Et il y a le désert aussi, juste à côté. Las Vegas est en plein désert. Donc, les mirages font référence aussi au désert. Donc là, on peut développer à l'infini. C'est la raison pour laquelle j'ai trouvé que c'était un terme bien choisi pour ce roman, avec blues également, combiné avec blues. Ouais. Alors, c'est le Las Vegas aussi. Alors, mirage dans plusieurs sens. Absolument. Oui. Alors, je ne vois pas d'autres questions. Est-ce que les gens ont des questions? Alors, vous voyez les questions, Melissa, ou non? Non. Pas encore. Alors, moi, j'ai une autre question. Alors, on a parlé avant la présentation que la fête que vous avez parlé dans le premier chapitre de Las Vegas. Alors, évidemment, et moi, je vous ai dit alors que j'ai trouvé frappant que les Français que je connais bien, alors adorent le Las Vegas. Et pour les Américains, c'est quelque chose de complètement différent. Las Vegas, pour nous, c'est le business trip, c'est n'importe quoi. Alors, et pour les Français, alors c'est le vin, c'est la nourriture, c'est le luxe, c'est magnifique. Alors, j'aurais bien savoir, on a déjà parlé ensemble avant la présentation, mais je trouve que c'est un sujet assez intéressant que vous avez choisi, même c'est à cause de Madison, mais la fait que vous parlez autant de Lady Las Vegas. Lady Las Vegas. Lady Las Vegas au début et aussi à la fin. Alors, c'est peut-être quelque chose de culturel, je ne sais pas. Je ne pouvais pas faire l'impasse sur Las Vegas. J'ai rencontré Madison à Las Vegas. Je lui ai fait une promesse à Las Vegas. Ça, je ne vous l'ai peut-être pas dit. Je lui ai fait une promesse à Las Vegas, à savoir, je lui ai dit, voilà, j'écris mon second roman
Donc, après Lune pourpre, mon second roman sera consacré à la saga de ta famille et à l'histoire absolument incroyable et cinématographique d'Élysée Bradley. Voilà, donc je ne pouvais pas éviter Las Vegas. Mais j'adore Las Vegas, comme je vous l'ai dit, René. Pourquoi est-ce que les Français aiment Las Vegas? Probablement parce que nous n'avons absolument pas l'équivalent en France. Las Vegas, c'est unique, c'est connu dans le monde entier. Comme je vous l'ai expliqué, moi, j'y suis allée un certain nombre de fois, je crois 4 ou 5 fois. À chaque fois, j'ai eu le même sentiment. Tout le monde est de bonne humeur, tout le monde fait la fête, tout le monde est souriant, tout le monde vous fait des compliments. L'ambiance est à son comble. Juste à côté, vous pouvez visiter le Grand Canyon. Un peu plus loin, l'Arizona, Monument Valley, etc. C'est absolument idyllique. C'est le Grand Ouest américain dont beaucoup de Français ont rêvé en regardant des westerns pendant leur jeunesse, comme moi, par exemple, quand j'étais enfant. C'est véritablement un mythe qui n'a pas son équivalence en France. On a Paris, on a des lieux absolument magiques, mais Vegas n'a sa pareille nulle part ailleurs dans le monde, je pense. Nulle part. Et alors, le Grand Canyon et l'Arizona, encore moins. Ouais. Voilà. Merci. Je crois que nous avons le temps pour une autre question. Alors, Nancy Strom, comment avez-vous fait la connaissance de Madison? Au Bellagio, où elle travaillait, en fait. Voilà. J'avais un rendez-vous informel au Bellagio et elle a très vite compris que j'étais française. Je crois qu'elle m'a posé la question, d'où venez-vous, comme le font beaucoup les Américains, where are you from? Et donc France, et tout de suite, ça lui a fait tilt, et elle m'a tout de suite parlé de la Normandie, de ses origines normandes. Ça a été un peu une rencontre providentielle avec Madison, et je lui devais ce roman, Mirage Blues, et le suivant aussi, à elle et à sa famille. Je l'ai rencontrée au Bellagio en 2015, en novembre 2015. Alors Mélissa, où est-ce qu'on peut acheter le livre? Vous allez mettre, Mélissa, vous allez mettre le lien. Oui, je vais mettre le lien dans le chat. Ok, super. Parce que je crois qu'on peut acheter le livre sur Amazon.com, c'est ça? Moi, je l'ai lu. Le livre vient de sortir, c'est ça, le 7 juin, je crois. Alors. Mai, 7 mai. 7 mai, ok. Il est sorti le 7 mai. 7 mai. Voilà. Moi, je l'ai acheté sur my Kindle, alors c'est disponible sur Kindle, soit e-book et livre broché. Super. Voilà. Donc, Amazon.com, Amazon.fr, Amazon. Many dots. Ok. Alors, il est presque 3 heures. Alors, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à nous dire pour conclure? Que je vous remercie d'avoir accueilli cet événement. Je remercie Claudine de l'Alliance française de Las Vegas d'avoir relayé cet événement et que j'espère vous présenter la suite et fin de Mirage Blues l'an prochain, si possible. Voilà. Merci beaucoup, Verna. On attend avec impatience le dernier livre. Bye. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.